Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va faire un petit point assez rapide, mais je veux revenir sur ces thématiques dont on discute de façon assez régulière sur les briefs hebdo. Donc pour ceux qui ont l'habitude de regarder ça, normalement il n'y aura pas énormément de nouveautés, mais je voulais quand même le faire de façon synthétique, plutôt pour la partie de la communauté qui ne va que sur YouTube et qui n'est donc pas forcément au courant de tout ça. Donc pour faire ici plutôt un suivi de marché sur le long terme, les inquiétudes que j'ai là à plus ou moins courte échéance. Alors évidemment, on ne va pas essayer de timer le top de marché, c'est très compliqué. Mais je voudrais fournir un petit peu plus de contenu par rapport au post que je vous mets, parce que là aussi il y a une autre partie de la communauté qui est sur LinkedIn. Je vous rappelle, moi j'ai quitté Twitter depuis des années. Cette espèce de poubelle géante d'individus assez nocifs vous invite à la fuir comme la peste, et vous verrez que votre santé mentale ne s'en portera que mieux. Mais bon, passage refermé cela dit, donc si vous voulez encore une fois mes commentaires de marché, même si j'en mets pas souvent, puisque pour ma part il ne se passe plus grand chose depuis des mois. La dernière fois, c'était sur ces anciens sommets-là, là où je vous avais averti qu'on allait probablement s'en manger une, alors qu'on approchait dangereusement de retard assez symptomatique par rapport à la cyclicité de marché. Un rappel, pour moi, on devait construire un sommet de marché plus ou moins autour du mois de mai 2024, et on avait continué de pousser comme des gros débiles jusqu'à fin 2024, donc pratiquement 2025. Et on avait dit, attention, hein, quand on compresse l'élastique, ça va probablement résulter derrière par une explosion de la volatilité pour créer ce cycle baissier, ou alors, évidemment, encore une fois, et j'avais bien, comme toujours, émis l'hypothèse qu'il y avait aussi la possibilité de se tromper. Bon, en l'occurrence, navré, encore une fois, ce n'était pas une erreur de ma part. On a donc bien comprimé l'élastique pour relâcher toute l'énergie de façon assez rapide. Le fameux cycle correctif s'est donc produit avec les catalyseurs de Donald Trump et de ses tarifs, etc. Bref. La résultante, cependant, reste qu'on a une très forte anomalie systémique de marché qu'on repousse systématiquement à chaque correction. Toujours plusieurs facteurs là derrière, dont on avait déjà discuté, donc je ne vais pas non plus m'étendre indéfiniment dessus. On a une très forte aujourd'hui accumulation de capitaux passifs dans des indices qui résultent d'une concentration toujours plus efficace, enfin toujours plus forte dans une poignée de valeurs, et qui pose énormément de problèmes parce que du coup ça crée cette espèce de boucle de rétroaction positive dans laquelle en fait vous avez donc des gens qui se mettent de plus en plus à l'investissement passif parce qu'on leur dit de toute façon ça ne sert à rien d'avoir un gérant, les gérants sous-performent le marché. Vous avez d'un autre côté une bulle de l'investissement retail IA. Ces IA, encore une fois, je ne redirai jamais assez, n'ont rien d'intelligent. Hein. Elles ne font que chercher des niveaux de corrélation, et elles vont souvent suggérer à peu près la même chose. Donc on va dire aujourd'hui, si vous demandez à une IA dans quel secteur il faut investir pour gagner de l'argent en bourse, elle va probablement vous demander d'investir sur un S&P 500 ou sur un indice passif dans lequel, encore une fois, plus de 40% de vos dollars ou euros investis finiront dans une poignée de valeurs dont les niveaux de valorisation sont stratosphériques par tous les métriques de mesure historique de valorisation. Donc, on le sait aussi, on a aujourd'hui donc cette énorme bataille entre les investisseurs aka trader value, ceux qui regardent à l'intérieur des comptes de résultats, les structures des entreprises, les graphiques de long terme, les fondamentaux, et d'un autre côté, le monde de la bourse à court terme, complètement délirant dans la bulle spéculative de l'IA, etc. Donc clairement, ces deux mondes sont en opposition. C'est comme parler de la disparité que vous avez entre les modèles de pensée d'un républicain et d'un démocrate aux États-Unis. Vous avez deux camps complètement irréconciliables, et c'est pas le seul exemple qu'on a. Par exemple, les États-Unis et la Chine sont incapables de communiquer aussi, leur vision du monde est si radicalement opposée que de toute façon, ça ne sert à rien de discuter. Donc aujourd'hui, encore une fois, ça ne sert à rien de discuter. Le principal problème, c'est que, comme je dis, les deux ont probablement raison. Tout comme je pense que les traders de court terme avaient raison de continuer de s'exposer et de jouer la bulle tant qu'elle n'a pas éclaté. Je pense que de toute façon, les traders de long terme ont raison. Et les alertes qui sont lancées par le nombre de traders value et investisseurs de plus long terme depuis pratiquement, on va dire, les années 2000, enfin l'après-Covid, on va dire du 2022, donc ça fait à peu près quand même aujourd'hui 2 à 3 ans que ces différents avertissements sur les niveaux de valorisation sont mis en place par ces investisseurs plus long terme.
Et encore une fois, je mets ma main à couper qu'ils auront raison à terme. C'est-à-dire, la plupart de ces investisseurs alertent qu'aujourd'hui, les bénéfices futurs sont déjà imprimés dans les cours, faisant fi de toute l'incertitude basique de la spéculation et des marchés financiers. Autrement dit, si on a déjà mis dans les valorisations des profits des 10 prochaines années, qu'est-ce qu'on fait pendant 10 ans? Dans le meilleur des cas, comme on l'a dit, on attend que la réalité rattrape la fiction, c'est-à-dire les prix de valorisation de marché vont rester là où ils sont, dans l'attente de ces profits futurs sur les 10 prochaines années qui viendront confirmer dans ce cas-là une avance de marché. Okay. L'autre cas de figure, on s'est planté, c'est-à-dire, encore une fois, les profits futurs attendus aujourd'hui sont attendus dans une telle hausse avec un tel rythme de croissance, parce que vous avez cette confluence d'éléments aujourd'hui de gens qui pensent que c'est inévitable d'imprimer de l'argent toujours plus, qu'on ira toujours plus loin, etc., et que de toute façon, les dollars, ça sert à rien, les euros, ça sert à rien, il faut obligatoirement détenir des assets. Bon, encore une fois, détenir des assets, oui, mais à quel prix? Et quel genre d'assets? En fait, si aujourd'hui vous achetez de l'IA et qu'on se mange un ralentissement économique, l'IA, elle va à zéro. Au tapis, elle ne produit absolument aucun revenu et concrètement, elle n'a pas de rythme de croissance puisqu'elle ne produit pas de revenus. Elle est bourrée de dettes et de levée de fonds privés, mais elle ne produit, encore une fois, rien en termes de revenus. Donc il faut faire attention. Vous avez d'un autre côté des big tech américaines qui produisent des revenus et qui ont des cash flows stratosphériques. Le principal problème de ces entreprises, c'est qu'elles sont en train d'opérer une transition de modèle économique similaire à ce qu'on a vu dans l'ère des dot-com, c'est-à-dire qu'elles sont en train aujourd'hui de devenir des entreprises d'infrastructure. Elles investissent massivement dans des data centers, et ça, il faut que vous le compreniez, ces data centers n'ont rien à voir avec le data center que vous imaginez en tant que tel. Les data centers qui ont été construits dans les années 2000, c'était réellement, au sens figuré au sens propre du terme, un data center. C'est-à-dire, il fallait répartir géographiquement ces centres de données et ils possédaient surtout de la donnée. L'intérêt ici était de rendre cette donnée accessible le plus rapidement possible aux utilisateurs. Il fallait que la donnée soit proche du consommateur. Donc on avait des systèmes de réplication de ces données et on avait des répartitions géographiques pour que les temps de réponse de ces différents serveurs soient les plus courts possibles, pour que l'expérience utilisateur d'Internet soit la moins merdique possible. Mais là, aujourd'hui, c'est pas du tout ça. On vous parle de gens qui construisent des data centers, mais pour ma part, on ne devrait pas appeler ça comme ça. On devrait appeler des AI centers. Ces AI centers, l'énorme différence que vous avez par rapport à des data centers, c'est que déjà d'une, ils sont plus gros en termes de surface, ils sont énormément... ici, l'effet d'échelle est juste délirant. On parle de 100 à 150 fois la consommation d'un data center. Et encore une fois, ce n'est pas de la data qui est stockée dedans. On s'en fout. Encore une fois, là, ce qui est important, c'est la puissance de calcul. Donc, on est plutôt sur des centres de puissance de calcul. Des supercomputers, en fait, si on veut. Avec des tonnes de GPU dedans. Et là, aujourd'hui, ce qu'on price, c'est le rythme de construction de ces trucs-là, partant de cette analogie, pour ma part, complètement fallacieuse, de plus on a de puissance de calcul, plus on court vite dans la course de l'IA. Donc c'est une course stupide, encore une fois, qui n'est absolument pas basée sur une recherche de profit à court terme, puisque ces profits n'existent pas. D'accord ? Il faut bien comprendre que l'IA ne se vend pas aujourd'hui. L'IA est utilisée, ça oui, mais elle ne se vend pas, ou en tout cas clairement pas au niveau de ce qu'elle coûte, à la fois en termes de coût de fabrication et surtout de coût d'inférence derrière. L'énorme problème, c'est que ces supercomputers consomment une tétrachier d'énergie. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Ça fait la même chose que ce qui s'est passé dans les époques des années 2000, le rêve du mirage de la production de richesse qui allait être fait par l'exploitation d'Internet sur les systèmes e-commerce et tout ce que vous aviez comme conneries à l'époque qui était bazardé. Rappelle, n'importe qui mettait et qui lançait un site web était supposément amené à multiplier ses chiffres de vente donc par 10, 20 et n'importe quelle entreprise qui arrivait, encore une fois, jusqu'à ce que quoi? Et en fait, jusqu'à ce que cette économie soit saturée, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il n'y avait même pas 10% de la population qui utilisait concrètement, réellement Internet. Tout le monde y avait plus ou moins touché un jour en regardant ou en allant sur un site web, mais encore une fois, c'était plutôt ici, on va dire, de la consommation récréative. C'était par curiosité de la technologie, plus que l'usage réel des techniques pointues d'Internet. À ce moment-là, concrètement, il y avait vraiment 10% de la population qui vivait dans cette pseudo-bulle et qui pensait que de toute façon, les 90 autres allaient le faire
dans les jours et semaines qui allaient suivre. C'était complètement faux, et encore une fois, les attentes ont été réalistes, et derrière, le marché de la dette est venu rattraper la réalité. C'est exactement la même situation dans laquelle on est aujourd'hui avec l'IA. On est à peu près à 10% d'adoption réellement mesurée par des chiffres plus ou moins corrects, même si, encore une fois, on ne peut pas tout vérifier. Mais vraiment, ici, c'est l'idée de dire, voilà. Et les premiers retours qu'on en a, c'est que ces 10% d'utilisateurs ne réalisent absolument pas les hausses de chiffre d'affaires qui sont vendues dans les pitch decks et autres conneries de ce genre. La réalité physique des choses, c'est que l'usage en entreprise aujourd'hui de l'IA, ça ne permet pas du tout de faire ce qui est vendu. Et c'est exactement la même chose que ce qui a causé à l'époque l'effondrement de la bulle Internet. C'est quand on s'est rendu compte que ces entreprises ne réalisaient pas les hausses de chiffre d'affaires qui avaient été vendues, les supposément x10, x15 sur les revenus, que s'est posé le problème de la réalité. Et c'est aujourd'hui le problème qui va se poser avec l'IA. Parce que l'IA est exactement dans ce même système d'un usage récréatif. Concrètement, vous, moi, nous avons tous utilisé ces conneries, mais la plupart du temps, on utilise un modèle de langage, un chatbot. Très peu nombreux sont ceux qui, entre nous, font un usage plus technique de ces systèmes. Et ça, c'est la réalité physique des choses. On est à peu près à 10% de réelle adoption de ce que l'IA pourra permettre de faire dans les années qui viennent. Mais la réalité physique des choses aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous en ont un usage récréatif et surtout non rémunérateur, non financier. Et que les attentes qui ont été vendues ne sont tout simplement pas réalisées dans le monde réel. La réalité financière, c'est que les entreprises ne reportent pas de hausse de chiffre d'affaires due à l'utilisation des systèmes IA avancés. Et ça, c'est la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est-à-dire, on est dans une ticking time bomb, comme disent les Américains, qui est de dire, il y a une réalité qui est financière, mais qui n'est pas transposé dans le monde réel, et ça va poser problème, parce que les différentes valorisations de « Ah bah tiens, telle entreprise s'est transformée en machin IA, etc. » Donc, ça y est, l'entreprise explose, puisque donc, supposément, elle va pouvoir être plus compétitive, elle va pouvoir manger les parts de marché de ses compétitrices, et en plus de ça, elle va pouvoir réduire ses coûts de fabrication, parce qu'elle va pouvoir licencier un tout petit peu, ou en tout cas se séparer de certaines tâches qui coûtaient très cher, qui étaient réalisées par des humains, et qui, demain, le seront faits très facilement par des modèles IA. Donc, faire très attention, puisque, donc, comme on l'a dit, il y a beaucoup de fumisterie dans cet environnement-là. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a donc une énorme concentration de valorisation totalement spéculative qui commence réellement aujourd'hui à diverger de la réalité financière qui a été déjà imprimée dans les cours, et ça pose un énorme problème. Cette bulle de l'IA, si elle explose, et à mon avis elle est vraiment menée à exploser, elle pèse aujourd'hui assez significativement dans le S&P 500. Pas à travers ces petites valorisations et PME qui se sont dopées à l'IA, parce que même si certaines d'entre elles se sont envolées sur des niveaux de valorisation complètement extraterrestres par rapport à leur réalité financière, elles ne pèsent à rien. Le plus gros problème, c'est que ce business model est aujourd'hui retranscrit dans les valeurs des plus grosses pondérations du S&P 500. Concrètement, aujourd'hui, si vous regardez quelles sont les boîtes qui évoluent le plus aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je fais cette émission aujourd'hui. Voilà, pour ma part, aujourd'hui, on a atteint le summum de la connerie en termes d'imagination spéculative, avec l'explosion de 35% de la boîte Oracle, qui aurait réalisé supposément un deal dont les chiffres sont sans aucune mesure réaliste. C'est de la folie furieuse. On parle d'ici de deals B2B sur des montants qui représentent les dépenses de pays entiers. Donc encore une fois, je veux dire, à un moment donné, quand on pousse la connerie sur des limites extraterrestres, qu'on écarte comme ça les bornes de volatilité sur des niveaux. Encore une fois, on parle de bornes de volatilité trimestrielles ici. Je ne parle pas de petits mouvements de court terme et petits arbitrages de fonds de poche. On parle de niveaux de territorialité en termes de valorisation complètement délirants. D'accord ? Mais littéralement stratosphériquement délirant, basé sur des deals financiers qui n'ont absolument aucune vocation à être réalisés, parce que là on ne parle pas d'un deal de je vais dépenser 600 milliards de dollars dans les 3 semaines qui viennent. Je vais dépenser 600 milliards, voilà, c'est un chiffre sorti de nulle part, dans les 4-5 prochaines années pour faire ci, pour faire ça. C'est de la folie. Voilà, donc on fait extrêmement attention, d'accord ? Historiquement parlant, en fait, les seuls moments où on a vu ce type de déviation dans les séries statistiques, c'est la bulle des années 2000. Il se trouve qu'aujourd'hui, évidemment, donc, tout ça est territorialisé autour de l'IA. Donc, il y a une thématique, elle est différente, elle suit exactement les mêmes modèles, on est sur les mêmes étapes de maturité pour ma part, puisque c'est quand même mon métier, de vous dire, voilà, il y a un énorme problème de risque imminent d'éclatement de la bulle de l'IA, et je ne parle pas d'un éclatement dans les 2-3 années qui viennent, je parle systématiquement là des 2-3 prochains trimestres, avec un taux de confiance pour ma part supérieur à 60%. C'est-à-dire,
autant le risque, ça fait des années que je vous y prépare et qu'on en parle, qu'on dit il ne faut pas être béatement haussier, mais il ne faut pas anticiper la baisse pour l'instant, il n'y a pas de raison. Par contre, aujourd'hui, je suis navré, mais il faut que je monte le cran par rapport à la réalité physique des chiffres que j'ai face à moi et du niveau de débilité psychologique dans lequel on est en train de s'enfoncer. Et c'est pas, encore une fois, une mesure indirecte de mon pifomètre qui dit qu'on est devenu trop con aujourd'hui plus qu'hier. Non, là, la réalité, c'est concrètement, vous avez des entreprises qui pèsent déjà des centaines de milliards de dollars qui, en l'espace d'une journée, sur des deals complètement irréalisables d'un point de vue financier, explosent de 35%. Et ça n'a pas l'air de choquer grand monde, puisque, encore une fois, il n'y a qu'un seul précédent historique dans lequel ces choses se sont produites, ce sont les années 2000. Et le parallèle est tellement facile à faire aujourd'hui, puisque c'est exactement la même chose. Ces entreprises américaines qui se transforment en de gigantesques data centers infrastructurels, qui gaspillent une quantité astronomique d'énergie, d'accord ? Si moi j'ai raison et que je vous dis le prix de l'énergie est probablement 2 fois trop faible, et que c'est-à-dire le coût de base de l'énergie devrait être multiplié par 2 dans les années qui viennent, ça va poser un énorme problème dans le capex de ces entreprises qui price des revenus mirobolants sur ces data centers. Encore une fois, je vous rappelle, les coûts d'inférence derrière sont énormes en termes de gaspillage énergétique et aujourd'hui, personne ne paye ces systèmes IA, sauf une poignée d'entreprises, 10%, qui ne voient clairement pas arriver aujourd'hui les hausses de chiffre d'affaires qui leur ont été promises en payant ces systèmes avancés. Donc on a un énorme problème. On a donc des entreprises marginales, 10%, c'est encore une fois pas une majorité des entreprises, qui utilisent ces services IA avancés et qui payent pour ces services, qui espèrent des bénéfices futurs en retour, mais qui en réalité se retrouvent confrontés à une réalité physique qui est bien différente de celle qui a été imaginée et vendue. Et, encore une fois, eh bien, il n'y a pas les autres. Puisque là, on est en train de pricer les rythmes d'adoption. On se dit, il y a seulement 2 ans, c'était même pas 2%, 1 à 2% des entreprises qui utilisaient l'IA. On était dans une niche. Aujourd'hui, c'est 10%. Donc on se dit, en l'espace de 2 ans, on a multiplié le rythme d'adoption par 5. Et c'est ça que price aujourd'hui les marchés. C'est de comprendre qu'on price ce rythme de croissance. On vient de passer de 2 à 10, donc x5 en l'espace de 2 ans. D'accord ? Pour maintenir ce rythme de croissance, il faudrait qu'on soit à 50% d'adoption de ces technologies dans les sphères productives de l'économie dans les 2 années qui viennent. Et ça, ce serait simplement maintenir le rythme de croissance actuel. Et encore une fois, il s'agit de comprendre que le marché ne se nourrit pas d'un rythme de croissance constant. Un marché parabolique nécessite une croissance du rythme de croissance. Donc si vous avez bien compris, il faudrait en fait que le monde entier de l'entreprise utilise de l'IA dans les 2 années qui viennent, 100%, d'accord ? Une adoption totale pour pouvoir maintenir une croissance du rythme de croissance dans les 2 années qui viennent. Et encore une fois, si vous croyez bêtement que le reste du marché est en train de sombrer dans le FOMO de l'adoption de cette IA, etc., non. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont en train de regarder ce qui se passe réellement dans les marges qui sont réalisées par ces entreprises, et la réalité, c'est que ça ne marche pas. On nous a vendu l'IA, mettez-la dans votre entreprise, vous allez pouvoir licencier des salariés et donc augmenter vos marges profitables, puisque vous pouvez donc fournir le même service ou produire les mêmes biens et services pour un coût plus faible, puisque vous pouvez réduire la charge de travail. Eh bien, la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas dit que ça ne fonctionnerait pas demain, mais ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Et c'est l'énorme problème qu'on a. Parce qu'en fait, cette adoption spéculative, un petit peu basée sur la hype de il faut surfer parce que effectivement ça permet très rapidement de faire augmenter la valorisation fictive de mon entreprise, mais clairement pas ses revenus réels. Ça, encore une fois, je dis, c'est une bulle de hype. C'est-à-dire que le problème dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est qu'on a une psychologie de marché qui est complètement délirante. À la fois dans les entreprises qui ont fait le saut de l'IA et qui, pour la plupart, ne voient pas aujourd'hui les retours sur investissement qui ont été promis. D'accord ? Donc, on commence à avoir aujourd'hui les premiers retours de ces adoptions qui ne sont clairement pas au rendez-vous. C'est économiquement aujourd'hui pas rentable pour la plupart de ces entreprises. Je n'ai pas dit toutes ces entreprises. Il y a bien évidemment certaines qui arrivent à exploiter ça de manière réelle, mais on est toujours dans des effets de niche. Une très large partie des entreprises aujourd'hui qui dépensent de l'argent dans l'IA ne voient pas arriver les résultats de productivité derrière. Donc, ça pose un énorme problème. Et si en plus, on vient à ramener un ralentissement économique, je n'ai pas parlé d'un effondrement type 2008, etc., mais on sait qu'on a aujourd'hui des soucis de refinancement de la dette. Par refinancement, j'entends bien pas éclatement de la bulle de dette, ça tout le monde y croit, mais c'est une énorme connerie. Mais par contre, refinancement, c'est-à-dire une phase dans laquelle, généralement, il va falloir rôler de la dette existante, mais avec des taux d'intérêt supérieurs. Je vais revenir là-dessus juste après.
mais bien donc de comprendre où on en est aujourd'hui sur ce schéma-là. Voilà. Sur la durée de vie, entre guillemets, de l'IA, d'accord. Pour ma part, aujourd'hui, on est là, hein, on est au pic de hype, va s'en suivre derrière l'effondrement spéculatif de cette phase de momentum et l'entrée plus tard, peut-être dans les 4-5 années qui viennent, de la phase de croissance. Et enfin, la phase value, qui sera là clairement la productivité et la production de richesse sur ces technologies. Tout comme, encore une fois, l'ère d'Internet a suivi exactement ce même schéma. La bulle de 2000 a explosé, et pour autant, aujourd'hui, vous vivez dans un monde dans lequel on utilise tous Internet. Bref, le monde qui était vendu pendant les années 99-2000 est clairement une réalité physique 20 ans plus tard. Mais il en sera probablement de même sur l'IA, sur des durées probablement un peu plus courtes, parce que les chiffres réels de la croissance et de l'adoption de ces systèmes montrent qu'on a une adoption qui est quand même sensiblement plus rapide que celle d'Internet. Mais on n'est pas du tout sur un rythme d'adoption qui va se produire en 2 ans, ça n'a aucun sens. On est sur un rythme d'adoption qui, au lieu de 20-25 ans pour l'ère d'Internet, va probablement se produire sur des durées de 10 à 15 ans pour l'IA. On est quand même sur des rythmes d'adoption qui sont pratiquement 2 fois supérieurs. C'est-à-dire déjà l'ère d'Internet s'est déployée assez relativement rapidement. A priori, l'IA va se déployer un petit peu plus rapidement que ça encore. Mais ne confondez pas 10 et 15 ans avec 2 ans. Voilà. Donc on est aujourd'hui dans la phase où, navré de le dire, ça va exploser. Ça paraît assez évident. Pourquoi, à mon avis, ça va exploser rapidement? Parce que je vous dis, là, on est sur la confluence de tous ces éléments, c'est-à-dire on a un problème structurel de financement qui arrive de façon objective, tout le monde vous en parle sur les réseaux sociaux, ça va exploser, la bulle de dette, on va tous crever, etc. Bon, ça c'est une connerie, enfin, ceux qui comprennent juste un tout petit peu comment ça fonctionne comprennent que, comme je dis, c'est une période de refinancement de cette dette qui va s'opérer sur des taux d'intérêt plus élevés que la dette qui a été contractée il y a plusieurs années. Alors qu'on était dans cette ère, donc, post-relance monétaire, la dernière vraie crise entre guillemets financière, elle date de 2015, pas 2008. Et comme vous le voyez, c'est quelque chose de relativement cyclique. On arrive aujourd'hui à la maturité de ces dettes de 2015 sur des échéances donc décennales. Et le problème, c'est que toute cette dette qui a été contractée autour des années 2015, 16, 17 et donc qui arrive aujourd'hui sur échéance dans les 3-4 prochaines années, sur des échéances décennales, et en fait, elles ont un différentiel de taux colossal. Puisqu'à l'époque, on était sur des refinancements qui étaient proches de 0%, puisque les taux étaient en chute libre. Toutes les banques centrales y allaient à grands coups de QE, etc. Et aujourd'hui, on commence à en voir les premiers effets. C'est-à-dire, tout simplement, ce refinancement de la dette à long terme ne fonctionne pas bien, puisqu'on n'a toujours pas réussi à résoudre le problème des déficits. On a donc des gouvernements qui dépensent toujours plus, qui doivent relever de la nouvelle dette, et en plus s'occuper de la charge de la dette passée qui arrive à échéance et qu'il faut donc rôler, mais aujourd'hui avec un taux d'intérêt supérieur. Autrement dit, la charge de cette dette existante, elle s'ajoute à la charge de la dette qu'on remet en circulation en plus, et ça commence à poser un petit problème. Par ce petit problème, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux alarmistes, tout va s'exploser, etc., ils vont aller piocher dans vos comptes en banque et ce genre de conneries alarmistes. Mais bien de dire, la réalité, c'est qu'il va falloir très probablement, non pas réduire les déficits et autres conneries, non pas dévaluer la monnaie de façon comparable à ce que vous pouvez voir dans des pays émergents, mais très probablement, il va falloir ralentir l'activité économique pendant 2 à 3 ans, le temps qu'on refinance une partie de ces dettes correctement. Et ça, c'est comme ça. Voilà, on ne peut pas y faire grand-chose, ça c'est pas le genre de truc qu'on peut repousser d'un revers de la main, et c'est pas l'IA qui va changer grand-chose à ça non plus. Donc il y a cet aspect de contrainte financière, d'espèce de goulot d'étranglement qui va devoir se résorber. Concrètement, c'est vraiment l'effet entonnoir. J'ai 1 litre d'eau à passer. D'accord. Ce litre d'eau, il ne peut pas passer là en 2 secondes. C'est pas possible. Il va falloir un certain nombre de secondes pour que le débit qu'autorise cet entonnoir puisse faire passer 1 litre. Et comme je vous dis aujourd'hui, je vois des gens qui veulent résoudre un problème qui va nécessiter 3 à 4 années de ralentissement économique et qui se disent non, on va tout résoudre en 2 mois avec l'IA. Et moi, je dis, ce n'est pas possible. Si vous envoyez 1 litre de flotte dans cette goulot d'étranglement, dans cet entonnoir, la seule chose qui va se produire, c'est que ça va déborder sur les côtés. Et ça va en foutre partout. Donc c'est la seule réalité aujourd'hui que j'aimerais que beaucoup de gens comprennent, parce que ce n'est ni un cataclysme financier qui nous attend, ni un sauvetage miraculeux par l'IA, c'est probablement quelque chose d'un petit peu moins bandant, mais qui se trouve entre les deux. C'est un ralentissement économique, pas un effondrement, ni une récession. Ça s'appelle de la stagflation. C'est-à-dire que malheureusement, les coûts de production réels vont augmenter, ça oui, ça va faire augmenter les prix, ça oui, ça met donc une contrainte assez douloureuse sur le consommateur, parce que lui, évidemment, il ne va pas voir son revenu augmenter.
Donc concrètement, oui, c'est une baisse globale ressentie du niveau de vie, ou en tout cas du pouvoir d'achat pour la plupart des consommateurs. Oui, c'est très inégal évidemment, parce qu'une personne qui gagne 4-5 000 balles par mois, elle pourra tout à fait s'en sortir. Ça, elle verra quand même la hausse de coûts, mais elle pourra se permettre de maintenir son niveau de vie avec ses salaires élevés. Par contre, évidemment, tous ceux qui sont plutôt dans le bas de l'échelle, eh ben, c'est pas cool. Parce que évidemment, si on commence à parler d'augmenter les minima sociaux, etc., que se passe-t-il? Explosion immédiate des dépenses budgétaires. Et ça, encore une fois, ça fait augmenter le coût de la dette, et vous comprenez que c'est pas possible. Donc, ce qui va se passer derrière, c'est effectivement cette contrainte-là où il va falloir naviguer entre des angles qui ne peuvent pas s'aligner. C'est impossible de soutenir les couches les plus faibles de la population dans une certaine mesure parce que ça coûtera très cher. Donc il faudra le faire, oui, mais dans une mesure, puisque si on le fait trop, on augmente son taux d'intérêt, on augmente la charge de sa dette, et c'est comme se tirer une balle dans le pied. D'un autre côté, comme je vous dis, augmenter les niveaux de spéculation dans les marchés, ce sera amener de l'incertitude et de la volatilité dans les prix. Alors même qu'on a toujours, jusqu'à preuve du contraire, une économie capitaliste qui base ses forecasts sur les données de prix qui sont fournies par les marchés. Donc si on commence à avoir des prix volatiles, qui donc, au lieu de fournir une direction et une tendance, fournissent surtout du bruit, eh ben, on va se retrouver encore plus emmerdé pour piloter l'économie avec ces données extrêmement fluctuantes. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. La seule chose qui risque de se produire dans les prochaines années, c'est justement de la volatilité sur les prix de marché. Et on vous vend quoi aujourd'hui? Eh bien, l'extrême opposé. On vous dit, les marchés sont calmes, regardez le S&P, il ne se passe rien, tout va très bien. Au final, tous les problèmes sont balayés d'un revers de la main. Et ben moi je vous dis non, j'ai tous les éléments qui m'invitent à penser que quand on regarde sous la surface, une explosion de la volatilité est à venir et sur des niveaux qu'on n'a jamais vus. C'est ce que je disais dans le post, je pense que le VIX va aller dans des territoires jamais connus. Ce qui veut dire qu'en fait la volatilité du S&P 500 va atteindre des niveaux jamais connus. Alors même que je parle d'historique qui remonte à la bulle de 2008, à l'éclatement de la dette de 2008. C'est-à-dire, pour ma part, le S&P 500 risque d'atteindre des niveaux de volatilité extrêmement dangereux. Et il y a donc deux mondes. Comme je vous dis, il y a celui qui dit de toute façon, quoi qu'il se passe, on va réduire. Et vous voyez clairement cette courbe qui revient à dire de toute façon, dès qu'il y a un problème, on trouve une solution. Il y a un autre monde, qui est celui dans lequel je vis moi, qui dit malheureusement, eh ben, en fait, depuis 2018, on a beau essayer d'empiler des jolies techniques, vous voyez que de toute façon, ces deux mondes vont se croiser. Il y a un moment donné où soit on va réussir à éteindre la volatilité en créant une nouvelle arme financière que je ne connais pas, soit tout simplement, eh bien, il va falloir un pic de volatilité. Et pour ma part, ce pic de volatilité va dépasser à la fois les niveaux qu'on a vus pendant le Covid et aussi les niveaux qu'on aura vus pendant la crise de 2008, de façon assez probable. On parle donc de niveaux de volatilité délirants pour un humain normalement constitué. Et qu'est-ce que je vois moi par rapport à ça de l'autre côté? Je vois des traders particuliers qui vont s'exposer sur des marchés à effet de levier, donc comme on vous dit, le marché est peu volatile, donc vous pouvez appliquer des effets de levier, c'est-à-dire entre guillemets on vous dit c'est relativement sûr, ça ne bouge pas trop, donc si vous voulez générer des rendements, c'est pas très grave d'utiliser des effets de levier. Mais encore une fois, pour moi, ce calme est un calme apparent qui laisse à traduire dessous un bouillonnement absolument délirant. C'est comme essayer de mettre un capot sur une bouilloire, sur une cocotte minute, ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, si la pression augmente, il y a tout qui pète. Et c'est exactement ce qui se passe là actuellement. Donc on fait vraiment attention, ça bouillonne sincèrement dessous. Les niveaux de volatilité implicite actuels, pour moi, ne reflètent absolument pas la réalité physique de ce qui se passe dessous, à l'intérieur du S&P 500. Ça ne reflète pas les niveaux de valorisation et la volatilité des valorisations délirantes qui sont toutes concentrées autour d'un seul secteur et d'un seul narratif, l'IA. Autrement dit, il n'y a qu'un marché aujourd'hui, l'IA, et ceux qui vont pouvoir éventuellement, supposément, capitaliser sur cette IA pendant 15 ans. Or, comme je vous le dis, ce sont ces mêmes entreprises qui capitalisent déjà sur l'ère Internet depuis 15 ans. Et l'histoire tente à prouver que, malheureusement, pour ma part, ce seront donc deux modèles économiques systématiquement et radicalement différents. Donc c'est très compliqué en fait de regarder aujourd'hui le coût réel d'Apple, etc., Google et toutes ces boîtes qui sont les héritières de l'ère Internet, et de se dire ces entreprises vont pouvoir migrer sur un nouveau système de valeurs dont on ne connaît absolument pas encore les niveaux de profitabilité aujourd'hui, mais comme ces entreprises ont une trésorerie délirante qui vient de l'ère d'Internet et qu'elles sont en train de l'investir sur des niveaux absolument fous furieux dans cette nouvelle Eldorado de l'IA, qui ne produit, je le répète, aucun bénéfice net aujourd'hui. Donc ce sont des entreprises qui dépensent, certes elles ont le cash pour le faire,
mais elles ne verront pas les revenus de ces dépenses arriver avant probablement 10 ans. Ce qui pose quand même un énorme problème. Est-ce que ces entreprises peuvent maintenir leur niveau de valorisation actuel avec ces dépenses qui ne voient pas de revenus arriver de façon immédiate? C'est là où je vous dis, il faut être prudent. Il est fort probable que ces entreprises type Google, etc., puissent un jour revoir les niveaux de valorisation que nous connaissons aujourd'hui, mais il est fort à penser que l'éclatement de la bulle IA d'abord va les ramener sur une réalité physique, somme toute, bien plus inférieure au niveau actuel. Donc c'est ça où il faut faire attention. L'éclatement de cette bulle, elle risque de toucher nos géants de la tech américaine, dans lesquels plus de 40% des niveaux du S&P 500 sont concentrés dans cette valeur. Cette valeur qui sont en train d'opérer une transition probablement décennale de leur business model hors de l'ère Internet vers cette ère future de l'IA, qui est certes très probablement porteuse de croissance, mais pas aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, les réalités physiques sont que non, ce n'est pas le cas. Et l'adoption qui est prévue aujourd'hui, elle est complètement fictive. Les rythmes de croissance de cette adoption sont déjà en train de ralentir et très probablement proches d'un retour à la réalité, c'est-à-dire malheureusement, en fait, le temps qu'il faut pour arriver sur ces adoptions. Alors, je vais ressortir le modèle quand même parce que c'est quand même intéressant d'avoir les choses. C'est... tac. Voilà, c'est de comprendre donc des premières phases d'adoption. Alors là, vous n'arrivez peut-être pas à tout avoir, mais globalement ici, on est en train de passer donc le fameux cap des 2,5% d'adoption, hein, les enthousiastes de la tech. Vous arrivez ici à la phase des visionnaires. Hein. Moi, je pense encore une fois que les gens qui utilisent l'IA aujourd'hui sont visionnaires et qu'ils ne se tromperont pas sur les décennies à venir, mais qu'encore une fois, ils se plantent parce que derrière interrompent le chasme sur cette vraie phase de point critique de l'adoption d'une technologie, qui est une phase de doute, en fait, où on doit donc questionner les modèles de valeur et pivoter vers un système plus soutenable. C'est exactement ce qui nous attend aujourd'hui, je pense, dans les années à venir sur l'IA. Non pas de tout détruire, parce que je mets ma main à couper quand même que l'IA devrait sans toute peine réussir à traverser cette fameuse phase de questionnement, pour une adoption plus mainstream. L'adoption qui passe évidemment donc de ces niveaux de 15 et quelques % d'adoption globale à pratiquement 50. Mais c'est de comprendre que cette phase est non seulement beaucoup plus lente en termes de rythme de croissance, d'accord ? Nous aujourd'hui on est là, donc comme vous voyez, il y a une accélération du rythme de croissance. Ce rythme de croissance sera ralenti et ralentissant dans la prochaine phase d'adoption. Ça ne permet pas aux valorisations boursières de monter en parabole. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est vraiment ce que ça donne, en fait, en termes de structure, c'est quand vous construisez, en fait, le cumulatif de tout ça. D'accord ? La somme de ces trois trucs. Dans le pic de désillusion, clairement, la somme de ces trois variables sera relativement basse. D'accord ? Quelque chose de cet ordre-là. Ça va remonter derrière assez vite, quand même parce que la hype, mais c'est pas un délire. Ça remonte surtout derrière très vite quand on a la vraie rupture de croissance et c'est là qu'on va pouvoir permettre à ces valorisations de revenir. Mais si aujourd'hui on est là, d'accord, sur les valorisations de Google, Apple, etc., enfin tous ceux qui se positionnent sur ce futur IA, eh ben, c'est plutôt une chute de 60 à 70% qui nous attend, en fait. Ça ne dit clairement pas qu'elles ne remonteront pas sur ces sommets, mais par contre, ça risque de prendre plusieurs années. Et c'est ça la réalité qu'il faut que vous compreniez. C'est ça qui risque de causer le repli du S&P 500. Pas une économie qui s'effondre à la méthode 2008 avec une explosion des bulles de dette, ça ne fait aucun sens. On n'est pas dans les mêmes situations. Mais un goulot d'étranglement de la dette qui force en fait certains comportements économiques parce qu'on ne peut plus aujourd'hui utiliser les méthodes du passé, c'est-à-dire faire baisser artificiellement les taux, etc. Il va falloir aujourd'hui faire passer 1 litre d'eau à travers un goulot d'étranglement qui ne laisse passer que quelques centilitres par seconde. Et c'est donc pas possible d'essayer d'envoyer très vite ce litre de flotte à travers ce goulot. Il faut donc laisser du temps au temps, verser doucement ce truc-là. Qu'est-ce que ça traduit dans l'économie réelle ? Je l'ai dit, stagflation, c'est-à-dire hausse graduelle des coûts de production, principalement drivée par une hausse des matières premières. On est plus sur de l'inflation ici, inflation cœur, d'accord ? C'est-à-dire c'est globalement les niveaux de prix qui vont monter à travers probablement une hausse des prix de l'énergie. L'autre problème, on l'a dit, c'est que d'un autre côté, l'économie, elle est déjà en surchauffe, elle va ralentir. Pas s'envoyer dans le mur, mais on voit que les taux de chômage sont amenés à monter un petit peu, autant que l'inflation, ce qui pose donc ce problème de stagflation structurelle. La stagflation, comme on l'a dit, c'est pas un environnement qui favorise la création de bulles, c'est plutôt un environnement qui va favoriser l'éclatement des bulles. Alors même qu'on a la maturité aujourd'hui et les taux d'adoption de l'IA qui présume d'une arrivée prochaine du fameux chasme. C'est-à-dire, on est sur la
sur la vitesse de croissance maximale de ce premier cycle, c'est-à-dire on est monté très très vite sur une adoption momentum qui correspond en fait à la phase de passage où on a une adoption moyenne de 2 et quelques pourcents, des enthousiastes de la première heure, de la technologie, aux visionnaires qui passent de 2% d'adoption à pratiquement 12 ou 13. On est sur une vraie croissance du rythme de croissance. Cette phase-là, pour moi, elle est en train de vivre sa fin. On n'y est peut-être pas encore tout à fait, mais on n'en est pas loin. Et toutes les exacerbations de marché qu'on a pu voir avant, pour moi, ne sont que le signe de cette phase où on tente, encore une fois, la verticalisation avant le pic et la saturation, et on n'en est probablement pas loin à mon avis. Voilà, en tout cas, donc je voulais revoir tous ces paramètres avec vous au sein d'une seule vidéo, donc pour essayer de faire comprendre un petit peu tout ça. Je ne vais pas faire de conseils en investissement pour dire, bon, bah, du coup, c'est comme ça qu'il faut se positionner, blablabla, dans la stagflation. Ici, je veux juste faire une vidéo de revue des principaux fondamentaux à comprendre pour essayer d'expliquer en tout cas la vision que moi je vous transmets. Comme d'habitude, et comme j'avais pu le faire dans le passé, je vais être très honnête avec vous, je peux tout à fait me planter. Mais c'est quand même une thèse que je construis aujourd'hui depuis pratiquement 4 ans, et j'ai quand même énormément de temps pour m'y consacrer. Je me renseigne évidemment, et j'essaie de vous structurer ça de manière compréhensible par un humain lambda qui n'a pas nécessairement autant de temps pour se préoccuper de ce genre de sujet extrêmement complexe. Donc voilà. Je peux me planter, clairement. Je n'essaie pas de timer à court terme, mais je donne quand même ici, non pas une énorme fourchette pour dire ça va se produire et puis j'aurai tort, et puis j'aurai peut-être tort pendant 5 ans. Non, non. Pour moi, honnêtement, je donne 2 à 3 trimestres maximum. Je pense qu'on va manger une quenelle assez rapidement. Et comme je l'ai mis dans le post, je pense même que c'est de l'ordre de quelques semaines. Là, pour un premier déclenchement très épidermique, le retour à la réalité, la première baisse sensiblement visible sur les valorisations IA devrait se produire, probablement des éclatements de 30 à 40%, enfin de l'ordre de 20 à 30% sur ces premières valorisations, avant de retourner vers les premiers supports qui ne joueront pas leur rôle. Donc je vais prendre un exemple très simple, hein, par exemple Nvidia, parce que bon, c'est clairement le gros machin. Voilà, pour ma part, si Nvidia plafonne ici, tout le monde se dit de façon relativement légitime que les supports se trouvent vers 120. Hein, donc là, ce serait déjà, donc je vous dis, accepter de base, hein, c'est-à-dire se dire, pour retourner sur des niveaux de prix potentiellement théoriquement soutenables, il faudrait baisser de 30%. Voilà. Moi, ce que je vous dis, et c'est ce que j'ai mis dans le message LinkedIn, hein, pour bien le préciser, je pense encore une fois que ces supports théoriques n'en sont pas. C'est-à-dire, pour ma part, on ne va pas du tout s'arrêter à 30%, on va enfumer ça directement derrière. Je pense qu'on n'aura aucun mal à aller choper ce qu'on appelle l'effondrement spéculatif. Bon, ça, je ne vais pas revenir dessus, mais ce sont des structures qui cassent un support théorique technique visible, et généralement, on est sur des niveaux de retracement supérieurs à 45%. Si je combine ces deux éléments-là, ça me donne donc au moins 45%, et cassure d'un support technique visible. Bon, a priori, pour moi, ça va être celui-là. Donc, je pense qu'on va aller s'envoyer sans problème un bon moins 50 sur des valos comme Nvidia. Encore une fois, ce que je veux que vous compreniez derrière, c'est que ces niveaux de baisse ne seront pas retracés. La plupart du temps, les gens se disent « oui, mais il y aura forcément des rebonds, un dead cat bounce, et si Nvidia perd 50% en ligne droite, ça va forcément rebondir de ouf derrière. » Bon, ben moi, je vous dis non seulement ça rebondira pas du tout, ou très peu, très marginalement, parce que tout simplement, pour moi, les gens qui ont acheté aujourd'hui Nvidia à 175 balles l'action ne reverront probablement pas ces prix avant au moins 5 à 10 ans. Voilà. Enfin, à peu près 5 à 10 ans, grosso merdo, puisqu'on l'a dit, la phase de redémarrage de croissance de ce système ne sera probablement pas avant plusieurs années. On a dit le cycle global d'adoption jusqu'à l'adoption, le point d'adoption maximal, c'est-à-dire 50% des gens utilisent cette IA, on aura passé à ce moment-là tous les catalyseurs haussiers. Pour ma part, ça, c'est plutôt 2033. Donc, si la fin de l'adoption, c'est 2033, qu'on est aujourd'hui en 2026, bon, pour moi, on ne repart pas avant 2030 sur les valorisations de ces grosses boîtes. Donc, ça laisse, encore une fois, donc 3 à 4 ans de stagflation à manger. Rappel de ce qu'on a dit, pour les investisseurs, c'est très très mauvais comme environnement parce que la plupart des consommateurs sont complètement squeezés par ce ralentissement économique et cette hausse des prix. Donc, il y a peu de capital spéculatif disponible à l'investissement. Il y a toujours de l'investissement, mais ça veut dire concrètement, Madame Michu, demain, elle va arrêter d'aller sur Robinhood pour trader avec un levier 20 fois pour acheter Nvidia. Elle va tout simplement se dire, bon putain, en fait, il vaudrait mieux que je garde mon argent pour acheter mes pâtes. Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez. En fait, cette bulle spéculative de particuliers qui est clairement visible pour ma part depuis l'ère post-Covid, où une pléthore de gens complètement inexpérimentés des marchés financiers viennent jouer au grand casino de la volatilité des prix. Sauf que moi, je viens de vous dire, je pense que cette volatilité des prix, elle va exploser.
mais littéralement exploser. C'est-à-dire, ça va devenir des niveaux de volatilité qu'un trader particulier n'est pas capable de gérer. Parce que cette volatilité sur des échelles de court terme, type intraday, sera délirante. La plupart de ces gens sont habitués à voir ces valorisations boursières et ces entreprises bouger de l'ordre de 4 à 5% sur les journées un peu volatiles. Là, je pense qu'en l'espace de quelques jours, on risque de perdre 50% sur les valorisations de ces gigantesques boîtes, qui étaient jusque-là vues comme plus ou moins sûres, etc. Parce que, quand même, si elles ont été valorisées comme ça, c'est pas non plus que des traders particuliers. Mais je veux quand même que vous vous remettiez dans la réalité physique des choses. En fait, faire baisser Nvidia aujourd'hui de 50%, c'est la ramener sur les niveaux de valorisation qu'elle cotait il y a simplement 1 an et quelques. Et la bulle a commencé depuis il y a plus de 2 ans. Hein. Donc ça veut dire pour moi, Nvidia, concrètement, qu'on revienne chercher des niveaux de valorisation de l'ordre de 50 $ derrière dans les poursuites de cette première baisse de 50%, me semble non seulement plus que probable, mais totalement réaliste. En fait, moi, c'est là que se trouvent les points d'achat qui m'intéressent sur Nvidia. En 2028, par là, voilà, en prévision derrière d'un redémarrage de cette valeur. Et si concrètement vous voyez et vous comprenez ce que je vous ai mis avant, bah c'est ni plus ni moins que vous avez la bulle de hype, vous avez le trou derrière, le fameux Trough of Delusionment, et derrière ça se relève doucement comme ça, horizon, un rythme d'adoption maximale vers 2033, et après, vous voyez, hop, ça freine, etc. Mais c'est concrètement à ça, pour ma part, que devrait ressembler la valorisation réelle de ces entreprises. Donc vraiment faire attention. Certaines de ces boîtes iront probablement plus haut, mais pas avant 2033. Et d'ici là, évidemment, l'économie aura beaucoup changé. Elle aura passé 3 à 4 ans de stagflation. Ces renégociations des dettes vont changer les méthodes structurelles de financement de nos gouvernements et tout ça. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Et surtout, le niveau relatif des prix sera aussi beaucoup plus élevé. C'est-à-dire le nombre de baguettes de pain que vous pourrez acheter avec une action Nvidia va clairement changer radicalement dans les 3-4 prochaines années. Parce que le prix des baguettes de pain va monter alors que la valeur relative d'Nvidia risque de baisser de 60 à 70%. Autrement dit, ça va faire un vrai squeeze pour ceux qui avaient prévu d'acheter leurs baguettes avec leur profit Nvidia. Voilà, bon, Nvidia évidemment n'est qu'une des représentatives ici, il y en a plein d'autres, Apple, enfin vous les connaissez, les Microsoft, Google, Amazon, Tesla, enfin toutes les Mag 7. Pour ma part, les niveaux d'achat se situent au moins à moins 60% des niveaux actuels, et encore une fois, aller chercher ces niveaux de valorisation ne représente absolument rien de dramatique. Hein. Il suffit juste de dire, c'est ici que ces valorisations pourraient théoriquement être achetées. Le problème, c'est qu'il ne faudra pas le faire. C'est la résultante de l'éclatement d'une bulle, ça ira plus loin que ce que vous voudriez absorber. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que de ces sentiments positifs, l'euphorie, thrill, etc., vont naître malheureusement des émotions négatives qui sont nécessaires pour revenir sur une forme d'équilibre durable. Autrement dit, malheureusement, je suis désolé, mais vous allez probablement avoir envie d'acheter ces entreprises quand nous serons en pleine phase de déni et va devoir malheureusement suivre la panique et la colère. Donc faire attention, si vous voulez investir sur ces valeurs, les Nvidia, etc., ce qui est clairement ce que moi je compte faire, eh bien déjà d'une, comprendre qu'il va falloir du temps. C'est-à-dire, si on se dirige bien vers l'éclatement de cette bulle, il va falloir être plus patient que ce que vous chercheriez à faire. Il va falloir évidemment altérer les structures techniques, c'est-à-dire, il ne faudra pas acheter parce qu'on a touché la bande de Bollinger mensuelle ou je ne sais pas quelle connerie vous avez l'habitude d'utiliser dans vos stratégies graphiques personnelles. Mais de dire, il faudra comprendre que la psychologie a altéré ces valorisations au nord, elle va les altérer au sud. Il faudra donc non pas vous en remettre à votre analyse technique pour définir le point d'entrée parfait sur Nvidia, machin bidule, ne pas tomber dans la paranoïa égale de dire Nvidia est en train de mourir, ça va exploser, machin, terminé, ce truc-là va à zéro. Non, c'est faux, c'est factuellement faux. Il faut juste comprendre que le juste prix de ces entreprises se trouve probablement quelque part au milieu, mais pour autant, les prix vont aller plus bas. Tout simplement parce que la plupart des mécanismes spéculatifs vont s'inverser. Tous ces gens qui aujourd'hui achètent ces boîtes avec l'euphorie, etc., de je vais devenir millionnaire ou je le suis aujourd'hui, quand ces gens-là vont se retrouver contraints par les environnements plutôt dépressifs de la stagflation, eh bien concrètement, ils vont être forcés de vendre leurs actions sur des niveaux de prix extrêmement bas. Et c'est triste à dire, certes, mais c'est à ce moment-là qu'il faudra faire les bonnes affaires. Donc, malheureusement, encore une fois, je pense que le marché se trompe, c'est ce que je vous argue, en tout cas, enfin, c'est mon argumentaire depuis déjà pas mal de trimestres, pour dire il ne faut pas suivre cette dérive haussière des marchés. C'est probablement un très mauvais message. D'essayer de le timer aussi, c'est très compliqué.
Mais voilà, pour ma part, aujourd'hui, on atteint des niveaux assez inquiétants. La concluante, surtout, c'est qu'il ne faudra pas acheter sur les niveaux que vous auriez légitimement acheté avant. Il faudra comprendre qu'il faudra probablement laisser 1 à 2 ans de plus que ces timings, on va dire 1 an à peu près, mais surtout, il faudra attendre que les niveaux de valorisation baissent plus bas que ce que vous justifieriez comme des niveaux de valorisation achetables. Je vous transpose ça sur un des exemples, par exemple Amazon. Comme je vous dis, moi, personnellement, je serais d'avis qu'Amazon pourrait légitimement se payer sur ce support des 100 $. Je pense qu'on ira malheureusement plus bas. Pas beaucoup plus bas, mais encore une fois, il s'agit de comprendre que quand on est à 100 $ et qu'on fait une incursion à 60, on perd 30% de plus. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on risque d'avoir. Et encore une fois, là, ici, ce sera ramené Amazon sur ses niveaux de valorisation de l'ordre de 2017. Hein. Donc des niveaux de valorisation connus, mais juste de comprendre, cette bulle de hype, pour ma part, là aussi, va devoir éclater pour venir construire un point bas. Donc voilà un petit peu le message, de comprendre que le poids de ces grosses valorisations va clairement peser assez lourd sur le S&P 500, mais ça ne veut pas dire que l'économie américaine part au trou. C'est l'éclatement de la bulle technologique américaine et la transition des modèles de valeur de ces entreprises historiquement ancrées sur les modèles de valorisation de l'ère Internet qui arrivent aujourd'hui à leur maximum. Hein, d'accord ? En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les entreprises de l'Internet, elles ont atteint leur maximum adoption et l'adoption aujourd'hui, elle ralentit sur son rythme de croissance. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde utilise Internet. Donc le modèle de revenu est à son maximum. Ces entreprises génèrent des profits extrêmement mirobolants, mais que font ces entreprises? Elles les utilisent pour financer un déficit structurel énorme par les CAPEX qu'elles sont en train de réaliser aujourd'hui pour migrer leur modèle économique, ou en tout cas tenter de migrer leur modèle économique sur cette frontière, cette nouvelle frontière que propose aujourd'hui l'IA. Mais c'est mal comprendre que de s'imaginer que ces entreprises vont pouvoir opérer cette transition sans la phase de creux qui va se proposer entre les deux. Voilà. Donc vraiment faire attention à ça. Est-ce que certaines de ces entreprises vont échouer dans la transition? J'en suis pratiquement sûr. Est-ce que certaines vont réussir? Je le pense aussi. Je ne vous donnerai pas ici mon avis sur celles que je vais acheter, pas acheter, mais simplement dire, peu importe les choix que vous fassiez, pour ma part, ça se fera sur des niveaux de valorisation qui seront probablement 70% plus bas que ceux que vous voyez aujourd'hui sur ces grosses boîtes. Aussi comprendre qu'on peut tout à fait s'amuser à empiler encore un peu plus. Hein. Voilà, à ce stade-là, si vous voulez remonter encore un peu pour frapper du 300, c'est juste comprendre que toute hausse subsidiaire à partir de maintenant sera traduite par des niveaux de baisse encore plus forts. Autrement dit, plus on monte, plus la volatilité sera élevée derrière, puisque de toute façon, pour ma part, il faudra revenir visiter ces niveaux de support des 100 $ et très probablement glisser marginalement dessous pour déclencher les biais psychologiques qu'on a vus, c'est-à-dire il faudra à ce moment-là la panique et la colère, c'est-à-dire casser ces niveaux de support qui déclenchera la panique, et la colère ne vient pas du tout du fait d'aller chercher certains niveaux techniques, mais d'y rester longtemps. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, en fait, ce que ça traduit pour ma part ici, en termes de comportement probable de marché, donc peu importe, je me fiche de savoir si on va aller un peu plus haut ou pas, c'est que, a priori, c'est ça qui se passe derrière. On revient ici, on va travailler un peu cette zone-là, interviendra la panique, la cassure des moyennes, des bornes de volatilité, tout ce que vous voulez. Bon, je me fiche là encore de savoir jusqu'où on ira, le but ici est de faire paniquer. Mais tout le monde se dit, derrière, ça va être ça, d'accord? Ouais, on est reparti. Ouais, je ne crois pas une seconde. Encore une fois, on va rester, malheureusement, plus longtemps que vous ne le voudriez ici. On va rester en bas pour créer l'étape finale, c'est-à-dire, après la panique, il faudra créer la colère. C'est de dire, pourquoi est-ce qu'on a laissé faire ce truc-là? Pourquoi on a laissé faire? Voilà. Retenez ça, ça va être de la psychologie. Tout comme aujourd'hui, trouver le sommet est impossible parce que c'est une psychologie de marché qui cause aujourd'hui cette exacerbation haussière, et tous les marqueurs psychologiques pour moi aujourd'hui sont là. Et je dis Oracle, c'est le dernier pour moi qui dit, je ne sais pas comment on arrivera à faire plus stupide que ça, mais bon, Dieu sait que la stupidité humaine est sans limite. Donc on verra si on arrive à aller plus loin que la connerie Oracle, mais moi clairement ça vient d'allumer un des radars supplémentaires dans mon panel pour dire, je pense que ça va être très difficile d'aller plus loin en termes de conneries que ce qui vient d'être fait sur Oracle. Voilà, sur ces belles paroles, eh bien, écoutez, je vous ai au moins argumenté l'ensemble des éléments dans une seule vidéo, un peu dense certes, mais au moins tout est clair. Et après, encore une fois, on pourra s'en servir de pilier, soit pour dire, bon, bah, effectivement, encore une fois, il avait raison celui-là, c'est pas ce qu'on voulait, mais il avait raison, ou alors, bah, concrètement, je me suis réellement planté. L'histoire prouve simplement que j'ai quand même fait ces vidéos-là plusieurs fois dans le passé et que je me suis jamais planté. Donc, pour l'instant, vraiment prudence. Je n'aime pas faire ces vidéos alarmistes, mais j'essaie aussi de ponctuer
articuler correctement tout ça, non pas pour générer des biais de peur, de panique, mais juste faire comprendre que ce que je pense qui va se produire, c'est surtout un énorme pic de volatilité. Le message que j'envoie ici, ce n'est pas de chercher à en profiter, mais bien de dire, soyez prêts à le subir si vous êtes investi sur les marchés financiers. Soyez prêts à accepter que, en l'espace de quelques jours, voire semaines, la volatilité peut littéralement exploser. Et ça, il faudra faire attention. Ça veut dire, est-ce que votre portefeuille est prêt à subir une baisse de 30% à laquelle vous ne pourrez rien faire et vous ne devez, encore une fois, je pense, rien faire. Je pense que c'est une bonne chose. Par contre, si vous avez un portefeuille bourré d'IA et d'investissements passifs type S&P 500, c'est pas 30% que vous allez prendre. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Pour ma part, aujourd'hui, un portefeuille correctement structuré risque de manger un correctif de 20, 25 à 30%. Un portefeuille très structuré en machin technologique, IA ou en investissement passif, parce que c'est super génial, c'est pas volatile et on gagne tout le temps, je pense que vous allez vous réveiller d'un coup et faire « Ah merde, en fait, c'est volatile, on peut perdre 30 à 40% très vite et en fait, il n'y avait pas d'argent magique. » Voilà, faites attention encore une fois parce que ces corrections de marché derrière seront amplifiées par l'aspect stagflationniste, c'est-à-dire que si vous vous imaginez que ça va être encore un V-bottom et un buy de dip, je pense que vous ne comprenez pas l'effet délétère qu'aura la stagflation sur cet environnement volatile. Il va probablement maintenir les prix en bas pendant une durée un petit peu plus longue que ce que vous voudriez. Et avec des taux d'intérêt élevés. Ce qui veut dire que toute personne qui s'amuserait à acheter le creux avec des effets de levier risque de se faire déglinguer. Donc, on ne fait surtout pas ça. D'accord ? On reste spot sur des valeurs plutôt défensives. On se tient bien à l'écart de l'éclatement de la bulle spéculative de l'IA parce qu'elle va rester en bas plus longtemps que vous ne le voudriez. Et par contre, je pense que le reste de la cote américaine n'aura aucun mal à rebondir. Tout ce qui est value, tout ce qui sera indexé au niveau d'inflation, ces entreprises qui seront capables de passer leurs coûts de production plus élevés à travers de la consommation, donc typiquement les entreprises chiantes en fait, voilà, dans le secteur de l'énergie, dans les valeurs cycliques, toutes ces actions-là, je pense, après une forte correction, n'auront aucun mal à rebondir assez rapidement. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, j'arrête de vous embêter. On s'arrête là, c'est beaucoup déjà pour aujourd'hui. Mais je pense que cette mise au point était nécessaire. Déjà d'une, pour éviter que mes propos soient travestis à droite à gauche, n'importe comment. Mais juste pour dire, voilà, attention, je pense qu'un gros pic de volatilité nous attend. La dernière fois que j'ai fait cet avertissement, c'était quelques mois avant le Covid. Je ne cherche pas à timer ni à dire j'ai eu raison à l'époque, j'aurai raison ici. Je simplement à dire, pour ma part, tous les marqueurs sont au rouge. À partir de maintenant, mon portefeuille est hedgé à 100%, voire légèrement exposé à la vente pour essayer d'en profiter. Mais j'insiste sur le légèrement. Voilà. Et encore une fois, je suis trader professionnel et je vous invite à ne surtout pas chercher à en profiter. Par contre, vraiment, ayez des portefeuilles hedgés, au moins partiellement, pour que la baisse potentielle, et j'insiste sur potentiel, de cet ordre, on va dire, de 30% si vous avez un portefeuille à peu près diversifié, me semble, peut être réduite facilement de moitié avec des taux de couverture aujourd'hui qui coûtent pratiquement rien, vu les niveaux actuels que vous avez sur le VIX. Donc voilà. Pensez à prendre des couvertures avant qu'il soit trop tard. Ne cherchez pas à gagner à la baisse, ça ne fait aucun sens, surtout si on parle derrière d'un rebond de marché assez rapide sur les valeurs défensives. Fuyez comme la peste ces valeurs de l'IA qui, en fait, une fois que le sommet est fait, elles vont perdre 70% et elles ne remonteront pas avant plusieurs années. Gardez éventuellement même un peu de cash pour les mettre en portefeuille une fois que les gens qui se les arrachent aujourd'hui se retrouveront obligés de les vendre bourrés de colère et de niveaux de valorisation complètement déprimés. Voilà, c'est un peu le message du jour. Allez, cette fois c'est bon, je vous laisse, bye bye.